Extrait d'une vidéo des Suisses Fischli et Weiss qu'on peut voir en ce moment au Centre Pompidou à Paris dans une expo sonore montée par la médiathèque belge, la médiathèque de chez nous. Bonsoir à tous. C'est une vidéo qui illustre d'ailleurs le chemin un petit peu compliqué que tentent de suivre en ce moment les médiathèques et les bibliothèques. Il y a beaucoup d'embûches, on va le voir dans cette émission. Principale embûche, eh bien, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation et la venue de plus en plus, la présence de plus en plus importante des supports numériques. On va en parler ce soir avec nos deux invités. Pierre Amptine, tout d'abord, bonsoir Pierre. Bonsoir. Pierre, qui vous êtes directeur des collections. C'est bien ça. À la médiathèque, ça fait sérieux ça, hein, directeur des collections. Je suis quelqu'un de sérieux. D'accord, on va voir ça dans l'émission. Et Stéphane de Sissi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable, on va dire, des bibliothèques de Scarbeck. Du réseau des bibliothèques. Du réseau des bibliothèques, d'accord. Alors, c'est l'heure des remises en question, tant dans les médiathèques que dans les bibliothèques. C'est même une question de vie ou de mort. Les pratiques culturelles sont en train de changer radicalement, on le voit autour de nous, pour le livre, mais peut-être encore plus rapidement, évidemment, pour les médias. Les gens téléchargent, ils font du peer-to-peer, et ça n'arrange pas vos affaires, évidemment. Alors, en même temps, j'ai envie d'être un petit peu cruel. Pierre Amptine, j'ai envie de dire que l'histoire vous rattrape, parce que la médiathèque, finalement, pourquoi on allait à la médiathèque jusqu'ici? C'était pour écouter, mais aussi pour copier, pour copier des disques, et ça a duré comme ça pendant des années et des années. Et puis maintenant, tout d'un coup, voilà, patatras, on n'a plus besoin de la médiathèque. Ça, c'est ce qu'on croit. Je crois que si on examine la situation réelle, on n'a jamais eu autant besoin de bibliothèques et de médiathèques, donc de lecteurs publics qui font la médiation entre les créateurs et le public. Le discours ambiant aujourd'hui sur l'accès aux musiques, le téléchargement, c'est tout est accessible et tout serait accessible par des tuyaux, de la technologie, de la communication. Or, on est dans la société de la communication et des connaissances. Et donc, l'accès aux musiques, ce n'est pas que par la technologie et des tuyaux, c'est aussi par la transmission de savoir et de connaissances. Et donc, on a un rôle à jouer énorme là-dessus, parce que quand on dit tout est accessible sur Internet, tout est accessible, oui, théoriquement, mais on y va chercher qu'en fonction de ce qu'on peut y trouver, en fonction de son bagage culturel. Enfin, pardonnez-moi, là, vous défendez un peu votre bout de fromage, et c'est bien normal, mais c'est accessible quand même. Non, ce n'est pas accessible. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que on ne va pas les chercher sur Internet si on ne sait pas que ça existe. Ça a été la mode des MySpace, tous les musiciens faisaient leur MySpace, mais après quelques années, on disait, mais sur mon MySpace, j'ai une personne par mois qui vient voir. Donc, il n'y a pas de visibilité. Donc, il faut quand même une médiation. Je pense que les créateurs, les musiciens, les gens qui font du cinéma, ils ont besoin qu'on explique leur travail, qu'on fasse découvrir. Le discours le plus courant sur le mode d'accès aujourd'hui à la musique, ça a été illustré par une belle publicité qu'on a vue dans le métro bruxellois. Ça disait en clair, je veux maintenant, là, tout de suite, écouter mes musiques préférées. Ça veut dire, vous êtes déjà sur un segment et vous devez y rester. Et deuxièmement, vous allez écouter vos musiques préférées et puis c'est tout. Les gens qui font des musiques qui ne sont pas censées déjà rentrer dans le canevas des musiques préférées, donc tout ce qui est nouveau, qui demande un peu plus d'attention, tout ça, c'est éliminé du circuit. Ou alors, c'est réservé à des élites qui ont des autres canaux d'information qui comparent. Là, vous défendez la diversité, parce que c'est vrai que quand on veut les choses rapidement, peut-être qu'on met un petit peu de côté la diversité, ou il n'y a plus la curiosité qui est là. Mais sur l'accessibilité, il faut bien reconnaître tout de même... L'accessibilité théorique, elle est magnifique. Si quelqu'un qui a une connaissance, un bagage culturel important veut faire des recherches, se cultiver, faire un travail de chercheur, il y a effectivement, théoriquement, mais c'est une chance. Mais ça, je pense, c'est une chance que les médiathèques et les bibliothèques doivent aussi exploiter. Notre rôle n'a jamais été de prêter du média physique. Le média physique, ça a été un moyen d'accomplir une mission sociale sur la culture. Vous avez tout de suite accompagné dès le début, ça, c'était quoi, dans les années 70, la médiathèque? Il y a tout de suite eu des conseils. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, qui prennent un disque et puis qui rentrent chez eux. On ne force pas au conseil, mais on a toujours eu aussi le contact humain. Des gens qui se rencontrent avec des goûts musicaux là, dans un endroit, ils échangent des disques, parce que le principe de l'ASBL, c'est aussi le principe de la communauté, de mettre ensemble, mutualiser ensemble ses goûts. Je paye des disques pour qu'on puisse acheter des disques qui vont plaire à d'autres. C'est ça le principe de mettre en commun par une ASBL. Et donc c'est un lieu de sociabilité à travers les goûts de musique de chacun. Il faut garder ces lieux de sociabilité à partir de sa pratique culturelle dans la vie de tous les jours. On ne doit pas rester
tout le temps dans le virtuel. Ouais. Alors, on va parler des bibliothèques, mais bon, c'est vrai qu'au niveau du paiement, c'est différent parce qu'en général, les bibliothèques, c'est quand même plutôt gratuit. C'est un peu le principe de base. Chez vous, c'est vrai qu'il faut payer, il faut encore payer, encore aujourd'hui. Alors, comment on peut maintenir l'idée d'un prêt payant quand on sait qu'on peut télécharger, non pas gratuitement, ou alors on est dans l'illégalité, mais enfin qu'on peut télécharger à des prix très intéressants plus facilement? Nous avons aligné maintenant notre offre tarifaire. Donc nous avons des formules d'abonnement. Ça vous a boosté d'ailleurs. Qui a augmenté la fréquentation et le prêt. Et donc, voilà, je pense que l'attractivité d'un lieu physique avec des médias reste jouable. Mais on doit rebondir sur nos vraies missions qui sont de développer les compétences culturelles, que ce soit les compétences de lecture, d'écoute, de regarder le cinéma, parce que la société a besoin de ça, les créateurs ont besoin de ça. Ce qui est important, ce n'est pas de lire ou d'écouter en permanence l'auteur que je préfère ou la musique que je préfère, mais c'est de me confronter à des choses que je connais moins aussi. Et d'être un interprète de ce que j'écoute. Et par ce travail d'interprétation que chacun fait dans sa vie de tous les jours, on enrichit la créativité sociale. Je vous embête un peu tous les deux, mais c'est un petit peu, allez, c'est mon rôle. Moi, pas encore. Pas encore, mais ça va venir. Ça va venir, Stéphane. Il y a la presse pour ça. Il y a les journalistes, il y a les critiques, ou alors... on les bac, tous les critiques littéraires, mais quand on vient par exemple à la bibliothèque de Schaerbeek, on peut aussi venir après avoir lu une critique d'un livre. Stéphane de Cissy. Oui, tout à fait. Donc, je pense que la démarche de venir dans une bibliothèque pour trouver un ouvrage est la même que celle d'un lecteur qui va en librairie. Donc là, il n'y a pas de différence, je pense. Par contre, par rapport à la médiathèque, c'est vrai qu'il y a la dématérialisation des supports. Chez nous, il n'y a pas encore panique à bord. Je pense qu'on a moins de signaux d'alerte que la médiathèque. Tirer parti de notre expérience. Donc, je vois qu'au niveau du livre en France... on se bouge beaucoup plus que pour le disque, parce que l'outil livre en tant que transmetteur de savoir est beaucoup plus valorisé que le disque. On a laissé crever les disquaires indépendants. Je vois qu'en France et ailleurs, on soutient les livres indépendants. Mais pour rebondir sur ce que vous dites... De l'écrit, un respect de l'écrit. Oui, et c'est légitime. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, je peux citer... ce qui est en jeu, c'est les rôles prescripteurs des uns et des autres. Alors, je pense qu'il y a des prescripteurs marchands, commerciaux, et c'est très bien, ils doivent avoir leur place. Ce qui manque dans le marché en général, c'est une place visible et importante de prescripteurs, je veux dire, de type politique culturelle publique. Moi, je connais des personnes qui ont quitté Jazz Magazine, qui travaillent maintenant en bibliothèque, parce que le choix est édité par des intérêts commerciaux. On choisissait... et donc, la presse se porte... C'est autre chose. Oui, évidemment. Mais c'est ça que vous voulez dire. C'est que la presse se porte mal et il y a quand même moins d'objectivité pour orienter ce dont on va parler que dans une association comme nous, où on choisit vraiment librement ce dont on va parler. Oui, mais là, vous remettez en question les... Non, mais vous êtes méchant avec moi. parce que, attention, vous remettez en question tout de même l'indépendance des critiques culturelles, là, si je vous entends bien. Oui et non. Mais je mets en question le marché de l'information sur la culture, qui a besoin d'un autre contexte pour travailler de manière beaucoup plus libre et beaucoup plus dégagée de toutes les pressions économiques. On doit se rassembler là-dessus. Oui. Par contre, sur l'information en général, moi je pense qu'on a tous un rôle à jouer de précepteur et de médiateur, en tout cas par rapport à l'information dans son global. Et là, c'est vrai qu'on a des métiers qui nous permettent de jouer depuis l'Antiquité ce filtre, d'éveiller à l'esprit critique, d'ouvrir les consciences par rapport à l'information. Et c'est de plus en plus vers cette voie-là qu'on s'oriente. On continue à faire de la diffusion. Peut-être encore plus fort dans les bibliothèques, parce qu'elles sont intégrées dans les quartiers. Il y a une tradition depuis une vingtaine d'années maintenant, au travers du travail sur l'oralité, l'alphabétisation, etc. Donc effectivement. Je voudrais qu'on revienne 2 secondes sur le prêt payant. Répondez-moi sincèrement, les yeux dans les yeux, Pierre Ampli. Je vais le faire à la Mitterrand. Si jamais vous aviez plus de subventions, est-ce que vous serez prêt à accepter le prêt gratuit? Mais c'est même pas accepté, ça irait de soi. Oui, là, il n'y a aucun problème. Donc c'est Dieu dans les yeux. C'est ça, ouais. Non, c'est pas. On ne fait pas payer pour le plaisir. Ouais. On a fait payer parce qu'on était une ASBL et que jusqu'à 2000-2001, 60% de notre équilibre financier dépendait des recettes propres. Ce qui était aussi un avantage, ça nous a permis aussi d'être plus indépendants sur certaines décisions, sur certaines évolutions. Mais maintenant, si on avait les possibilités de faire le prêt gratuit, oui, et on ne se pose plus de questions là-dessus et on se concentre sur l'essentiel. C'est un peu un mythe aussi, le prêt gratuit, parce que je pense que dans les bibliothèques, on pratique soi-disant le prêt gratuit, en tout cas jusqu'à 18 ans.
Pour le reste, c'est régulièrement payant. Mais ça, je ne pense pas que ce soit un frein. Ce qu'il y a, c'est une question de politique tarifaire, d'échelle. Ouais. Donc, nous, on a l'habitude de faire payer, mais des montants qui sont dérisoires, on va dire. Mais au moins, ça donne dans la bibliothèque Sésame, c'est 20 cents par livre emprunté, ou un abonnement de 7 € annuel qui autorise le prêt lucratif toute l'année. Donc, c'est vraiment très démocratique. Parce que chez vous, c'est quand même... Oui, c'est un prix, c'est comme quand on va dans un vidéoclub, par exemple, si on prend un DVD. Par contre, ça instaure un lien avec l'usager. Donc, il y a quand même une valeur symbolique qui est donnée au produit, entre guillemets, culturel qu'on a peut-être moins dans un vidéoclub, pour reprendre cet exemple. On a rencontré Fadila Lanan parce qu'elle était à cette expo Archipel à Paris, dont on va reparler à la fin de cette émission. On en a profité pour lui poser la question de la viabilité de la médiathèque. Viabilité à long terme. Allez, on l'écoute. La communauté française a toujours été à côté de la médiathèque, elle a toujours soutenu la médiathèque et elle l'a accompagnée dans le développement de ces nouveaux outils de service public. Et nous serons évidemment toujours à côté de la médiathèque. Nous avons trouvé des solutions par rapport aux centres de prêt qui ont été fermés. Il y a eu des reprises par des autorités locales, par des centres culturels, etc. Et vraiment, on voit qu'il y a une énergie, qu'il y a une volonté de continuer à mettre à disposition un patrimoine audiovisuel et sonore à la disposition des citoyens de Wallonie et de Bruxelles. Et ça, je crois que c'est le plus important. Elle est sincère, là, votre ministre ? Absolument. Je crois que dans les faits, elle nous a effectivement vraiment accompagnés au niveau du contrat-programme, de l'orientation du contrat-programme. Je pense que le fait qu'elle soit à Paris, on ne se rend pas compte, mais je disais à mon collègue là, sur antenne que quand on était à Paris, donc il y avait tous les gens de la BPI qui assistaient. Bibliothèque publique à Pompidou, et qui disaient « quelle chance vous avez d'avoir votre ministre qui vient vous défendre ». Parce qu'en France, ce n'est pas le cas. Surtout les parties musicales dans les bibliothèques, c'est quelque chose de pas très intéressant, pas très suivi. Je ne sais pas si vous avez vu l'initiative du cabinet de la culture en France, c'est de la carte musique pour les jeunes. Donc vous payez, je crois, 25 €, vous avez droit à télécharger 50 €. Donc les 25 €, c'est l'État qui va payer aux opérateurs privés, commerciaux. Et ça va représenter 25 millions d'euros sur un an. Donc au lieu d'investir dans l'avenir des médiathèques, comme médiation et soutien à la découverte des musiques enregistrées de pratiques culturelles, on investit dans des opérateurs commerciaux, publics de téléchargement. Ici, on a une ministre qui a conscience du rôle que l'on peut jouer. Évidemment, c'est en négociation, mais je crois qu'on a une chance assez importante de pouvoir négocier avec elle. Oui. Ouais. Alors vous avez laissé quelques plumes. Les yeux dans les yeux. Mais oui, on va pas faire toute l'émission les yeux dans les yeux non plus, ça va gêner Stéphane de Sissi. Moi, j'aurais qu'on revienne un petit peu quand même sur cette question des prescripteurs et on va dire les flux, pour le dire simplement, qui ont peut-être changé avec l'avènement et le développement d'Internet. Avant, on avait une sorte d'institution comme ça omnisciente qui disait c'est ça qu'il faut écouter, c'est ça qu'il faut lire, donc ça arrivait par le haut. Maintenant, ça a tendance à venir par le bas. Les prescripteurs sont partout. Il y a le développement, vous le savez, des réseaux sociaux, Facebook, MySpace, on en a parlé, mais aussi Flickr, Pandora, etc. Sur Facebook, on peut même cliquer I like ou I don't like. Et voilà, et l'information à propos d'un film ou d'une musique peut bouger comme ça. Les choses sont en train de changer tout de même. Ça, c'est une chance, ce côté-là. Enfin, c'est une chance et il y a un danger énorme aussi, que l'information et la prescription ascendante qui monte comme ça de l'usager. C'est intéressant parce qu'on découvre enfin comme ça des communautés qui travaillent vraiment de l'information. Et donc, il y a là-dedans vraiment des connaisseurs, des amateurs qui travaillent. Et c'est vraiment très intéressant et très enrichissant. Le danger, c'est le populisme qui se greffe là-dessus. Et donc, nous, on a plutôt tendance à dire qu'il faut en finir effectivement avec le discours autoritaire des institutions. Ouais. Mais les institutions ont quelque chose à apporter qu'un individu ou qu'un collectif ne peut pas trouver par lui-même. Et donc, il faut faire se rencontrer les deux flux. Ouais, c'est ça, il faut trouver un et ça, milieu. C'est un rôle typique des bibliothèques et des médiathèques de type éducation permanente, lecture publique. Et donc, ça, c'est important, encore une fois, pour la société. Et si on était ici qu'à sauver notre beefsteak, ce ne serait pas très intéressant et pas très excitant. Mais je crois que là, il y a un rôle important à jouer pour l'avenir culturel du vivre ensemble. C'est ce que les bibliothèques doivent intégrer également ? C'est évident, et on l'intègre déjà depuis longtemps. Moi, j'aime bien l'image aussi du courtier en information, comme bien des courtiers en assurance. Ouais. Je pense qu'on a ce rôle justement un peu de dispatching vers les différentes sources d'information ou de culture.
dont l'Internet, mais il n'y a pas que l'Internet dans la société. On peut renvoyer vers des personnes ressources dans un quartier, des choses comme celle-là. Et donc je pense que les bibliothécaires, médiathécaires peuvent de plus en plus jouer ce rôle de renvoi vers les sources d'information. Mais pas l'exclusivité sur Internet, évidemment. Le livre reste là à sa place. Ça peut être vers un artiste, donc voilà, je pense que c'est vraiment ce rôle-là qu'on peut commencer à jouer, qu'on commence à jouer, ou on le fait depuis longtemps, mais qu'on peut institutionnaliser en tout cas. Mais est-ce que ça suffira? Est-ce que ça suffira à long terme quand tout le monde sera prescripteur, quand les informations sont... Non mais jusqu'où vous pouvez tenir? C'est un petit peu ça la question. Mais ce n'est pas que nous. Jusqu'où la société peut tenir en ayant ce système qui se généraliserait d'avoir uniquement des prescripteurs individuels et égoïstes. Il faut avoir les deux. Donc, à un moment donné, il doit y avoir un sursaut. On posait la question de l'information. Moi, je suis très attaché à la presse écrite. J'achète beaucoup de journaux. Mais ce rôle des prescripteurs-là, ça les met aussi en danger. Et à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lire comme information à terme? Donc, au niveau société, il faut avoir une réaction. Et je pense qu'il doit y avoir, à un moment donné, intervention du politique là-dessus. Il faut donner des règles à certains moments pour ne pas aller trop loin et pour... donner les rôles aux opérateurs qui peuvent équilibrer les forces. Il y a aussi l'importance des lieux, donc des lieux physiques, tangibles, où les usagers se retrouvent. Et ça, je crois que c'est important aussi. C'est vraiment là qu'on peut ramener une espèce de mixité dans la société, et avoir des lieux qui sont structurants, qui travaillent sur la cohésion sociale. Ouais, ça, je pense qu'il y en a de moins en moins dans la société actuelle. Et là, on n'est plus on est quasiment plus que les derniers, en fait. Quand on y réfléchit bien, des endroits où on retrouve une mixité de public, il n'y en a plus beaucoup. C'est pas l'école, c'est pas... C'est vrai qu'on l'a dit au début, vous êtes un petit peu par rapport à la numérisation, vous êtes un petit peu à l'abri au niveau des livres, des bibliothèques, parce que les choses se font un peu plus lentement, n'empêche. On va écouter une courte interview qu'on avait enregistré à l'occasion de la Foire du Livre, c'était en mars 2010, en mars dernier. Pierre Schoenbrot, à l'époque, avait rencontré un concepteur de livres en ligne, même sur téléphone. Écoutez-le. Cet animal lecteur serait-il en voie de disparition? Car théorie de l'évolution oblige, voilà ce qui demain pourrait bien vous occuper les mains. Sur cet appareil, à condition d'avoir des bons yeux, c'est un livre que l'utilisateur consulte. Il suffit de nous confier le roman en document Word et grâce à un système que nous avons développé, nous le mettons en ligne quelques jours après sur l'App Store et le roman se retrouve distribué dans le monde entier. Est-ce qu'il y a de la demande pour ça ? Alors c'est assez impressionnant, il y a beaucoup de demandes pour ça. Depuis quelques années, les utilisateurs sont habitués à lire leur journal là-dessus. Et maintenant, les livres commencent à vraiment avoir une certaine audience. Et vu l'audience et la demande, nous recherchons de nombreux auteurs qui souhaitent être disponibles sur ce genre de machine. Ben voilà, il est confiant, le monsieur audience et demande. Stéphane de Sissi, ça vous fait peur, ça ? Peur, non, mais on en revient toujours à ce qu'on disait. C'est vrai que dans ce genre d'initiative, on ne retrouve pas de filtre ou d'institution qui vient un peu éveiller le regard critique du lecteur. Donc, de ce côté-là, ça me fait un petit peu peur. Maintenant, par rapport à l'évolution technologique, je pense qu'on va l'accompagner en tant que bibliothèque. Il y a des bibliothèques françaises aujourd'hui qui prêtent des supports. On en est vraiment des expérimentations actuellement dans tous les sens du terme. C'est jouable. Allez, vous gérez plusieurs bibliothèques à Scarbeck. Ça vous semble jouable? Est-ce qu'un jour, vous pourrez vous muter entre organismes de prêt de support numérique, par exemple? Je pense que pour le moment, on laisse passer un petit peu le premier orage technologique. Parce que ça vient, là, quand même. Hein. Ça vient. On dit que c'est une question de génération, sans doute. Maintenant, le travail qu'on fait auprès des jeunes, et je le disais tout à l'heure, même auprès des tout petits, autour du livre, des maisons d'édition, etc., me fait quand même donner à penser qu'il y a de l'espoir. Le support livre et le plaisir du toucher, etc., va perdurer, et ça sera complémentaire. Franchement, c'est pas un peu utopique, ça? Honnêtement, non, je pense pas. On avait déjà dit que le livre allait disparaître lors de l'avènement de la télévision, ça n'a pas été le cas. Le livre reste quand même un support magique parce qu'il n'a besoin d'aucun support pour être lu. On n'a pas besoin de batterie à recharger. Il y a besoin de carton, de papier. De carton, de papier. Ce qu'ils vous disent aussi, d'ailleurs, les gens qui défendent les e-books, c'est que le livre, ça a quand même une empreinte écologique. Oui. On détruit des forêts pour faire des livres. Mais bon. Ça m'écologie, moi j'ai plus de place chez moi pour les mettre. Donc. Comment? J'ai plus de place chez moi pour les mettre. Il faut acheter des bibliothèques. Maintenant, la consommation d'un
e-book, je pense que c'est pas très écologique non plus quand on fait le rapport, et un livre peut être justement dans les bibliothèques prêté plusieurs fois. Donc écologiquement, je pense que c'est pas, il faudrait vraiment faire un calcul précis. C'est pas si simple que ça. Donc vous vous préparez pas spécialement à ça, ça n'est pas un danger. On se prépare, mais je pense qu'on a un peu quitté l'ordre du support et de la technologie pour vraiment se concentrer sur les publics, sur les usagers, sur leurs pratiques. Et donc là, on travaille sur la médiation, comme on le disait, sur nos espaces, sur nos lieux, qui deviennent des lieux vraiment de rencontres, de vie. Il y a plein d'espaces dans Bruxelles comme Cook and Book, Filigrane, etc., qui accueillent du monde le dimanche. Ce sont des nouvelles tendances lourdes, des pratiques sociologiques, culturelles, dont on doit tenir compte. Parc, voilà. Mais c'est vrai que l'ouverture le dimanche, ça demande des moyens supplémentaires en personnel, etc. Donc c'est aussi une mutation. Mais moi, je préfère qu'on se prépare à cette mutation-là, en faisant des bibliothèques et des médiathèques vraiment des lieux de formation, de vie, etc., que de vraiment se concentrer sur l'évolution technologique et d'être absorbé par ça. Elle est là, on va l'accompagner, mais ça ne doit pas être notre préoccupation principale en tout cas. D'accord. Je voudrais qu'on revienne un instant sur la rapidité dont on parlait tout à l'heure. Vous avez dit quelque part que la rapidité nuit à la diversité culturelle. C'est vrai que maintenant on veut une musique tout de suite. Vous parlez de la publicité tout à l'heure. On formate même les médias. Et avec Archipel, vous avez essayé de lancer autre chose. Là, vous êtes vraiment dans votre rôle de rendre curieux les gens, de les accompagner vers autre chose. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'Archipel? Oui, Archipel, ça part d'une réflexion vraiment de médiathécaire, qui est de dire, nous, on classe les musiques, et c'est quoi écouter de la musique? Et donc, sur 20-30 ans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de musiques qui rentrent dans aucun segment. Et ce sont des musiques indispensables aux autres. C'est des musiques qui apportent quelque chose de vivant. Qu'elles sont en surgissement permanent, on ne peut pas les prévoir. Et donc, si ces musiques disparaissent, à un moment donné, on peut se dire qu'il n'y a plus de nouveauté qui est recyclée, qui évolue vers d'autres formes de musique. Il faut quelque part que des fous, des illuminés créent des choses. C'est comme l'archi. Exemple concret. On peut parler de Pierre Schaeffer, par exemple, ou c'est des gens comme ça? C'est un des initiateurs qui avait vraiment lancé la nouvelle voie, que la musique concrète. J'enregistre des sons tous les jours, je les transforme en musique. Effectivement, au début, c'est quelque chose de complètement inconcevable. Bon, il y a des musiques qui se font, des musiques qu'on enregistre dans la rue, qu'on transforme par ordinateur. Il y a des gens qui inventent leurs instruments de musique, qui captent des sons du corps, qui les retravaillent. Enfin, les formes sont multiples, des musiques qui travaillent sur le bruit insoutenable, sur des sons qu'on capte dans l'espace. C'est vraiment un continent énorme. C'est vraiment, et c'est entre la musique classique, le rock, le jazz, la musique électronique, le cinéma expérimental. Inclassable, et ça c'est terrible pour un médiathécaire. C'est inclassable, mais c'est excitant, et c'est ça finalement qui garde le désir. Quand les médiathécaires ont 25-26 ans, si on a encore le désir, c'est parce que cette partie-là vient. Et donc, on fait un travail effectivement là-dessus qui est... les gens qui créent la musique, il faut s'arrêter, il faut les écouter. Et le meilleur exemple, c'est peut-être de commencer cette expérience-là par des musiques que le grand public ne connaît pas du tout. Et donc, c'est vraiment des objets insolites. Et en même temps, si on rentre dedans, on va dire, oui, mais ça me fait penser à tel groupe rock, ça me fait penser à telle musique classique. Et on va se rendre compte que tout se tient finalement. Vous n'avez pas peur de vous éloigner du grand public, de devenir, entre guillemets, trop élitiste avec ce genre d'outils? Je pense qu'avec ce genre d'outils-là, c'est pour justement ouvrir des champs. Parce que c'est Archipel, c'est une exposition qu'on a modélisée quand même dans un esprit de vulgarisation relative, et c'est un produit qui doit évoluer. On doit retravailler tout le volet didactique, pédagogique, la médiation autour. C'est aussi une expérience pour essayer de développer des projets médiathèques au niveau européen. C'est un module d'exposition qu'on peut vendre à d'autres structures culturelles en Europe. Donc c'est aussi une manière de se développer et d'imaginer les espaces médiathèques, les zones d'influence médiathèque de manière beaucoup plus large. D'accord. Ça semble un petit peu abstrait comme ça. C'est très abstrait. Je ne peux pas vous faire écouter la musique pendant 3 heures. Ça va être difficile. Mais si les gens qui nous écoutent sont intéressés par ça, est-ce qu'il y a une adresse internet où ils peuvent aller Sur le site de la médiathèque actuellement, il y a
un sujet archipel, ils vont avoir un texte de présentation, il y a une conférence enregistrée qui explique tout, et Archipel sera inauguré au Max le 19 novembre. Au Grand Tournai, oui. Et il sera dans les médiathèques après. D'accord, donc le concret va arriver. Oui. Ce qui est très concret, c'est la Fureur de lire, et ça c'est bientôt, ça vous concerne. Hein, tout à fait, tout à fait. Alors nous, on est plus dans des démarches justement liées au public plus populaire. Maintenant, les deux peuvent aller ensemble. Hein. Donc je pense que des démarches un peu plus pointues peuvent se compléter avec des démarches plus populaires. Un exemple, c'est le comptoir qu'on a ouvert conjointement médiathèque-bibliothèque à Scarbeck. Ouais. La Fureur de lire, oui, bon, ce sont des événements avec notamment un nouveau concept qu'on appelle justement Curieux Dimanche, et qui est un concept un peu de journée familiale avec multidisciplinaire, avec dégustation de vin, avec de la musique, du théâtre jeune public, de la littérature. Ouais. Dans le fond, quand je vous écoute tous les deux, vous essayez de matérialiser au maximum vos lieux. D'incarner. Oui, de peur que face à la dématérialisation, justement, on dirait que on met des humains et même pas peur. On met des humains. Il y a Jean-Philippe Collard-Neven. Vous lancez à la médiathèque et par exemple des concerts. Donc Jean-Philippe Collard-Neven qui viendra jouer. Hein. Mais on a un cycle. J'aurais dû l'apporter d'ailleurs. On a un cycle de rencontres dans toutes les médiathèques. On publie un agenda tous les 2-3 mois. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de rendez-vous des médiathécaires qui prennent la parole pour partager leur goût. C'est la prescription individuelle. Des artistes qu'on fait venir, des cinéastes qui viennent parler. D'accord. Eh bien, écoutez, l'émission se termine déjà. On ira à la médiathèque, on ira aux bibliothèques. Merci pour votre confiance. Et puis, on vous suivra de près. La semaine prochaine, c'est Olivier Massé de Patiane Coussens qui seront avec nous autour du film, bien sûr, Illégal. Bonne semaine.